La terrible aventure de Gabrielle Darwood. Écrit et conté par Ravadam. La femme n'était plus toute jeune. Pourtant, elle dégageait une force telle qu'elle aurait dissuadé n'importe quel malandrin de lui chercher querelle. Elle était légèrement courbée par les âges, et deux petites bosses déformaient son lainage dans le haut du dos. Elle arrosait son parterre de roses quand elle entendit quelque chose claquer. Elle en chercha de ses yeux perçants la provenance, et vit qu'un ballon gonflable venait d'éclater contre l'une des épines de sa plus belle rose, une rose d'un rouge intense et sombre. Elle s'approcha et vit qu'il n'y avait là non pas un, mais 4 ballons attachés ensemble, dégonflés ou percés, et au bout des cordelettes, un sac plastique ramassé sur lui-même et solidement attaché. Elle le prit, et au toucher, devina que le plastique renfermait un rouleau de papier. Elle déchira le plastique et prit les feuillets soigneusement enroulés les uns sur les autres. Sa première réaction, fort étrange, fut de renifler le papier jauni. L'odeur lui était familière, semble-t-il. Elle laissa son sécateur dans l'herbe, passa la baie vitrée et s'assit dans un fauteuil près de la cheminée où un feu crépitait. Elle déplia les feuillets et voici ce qu'elle lut ce jour-là. Je ne sais pas si mon histoire vous parviendra, mais qui que vous soyez, je vous implore de me venir en aide. Je suis incapable de vous donner des indications géographiques pour des raisons que vous comprendrez bientôt. Mais j'ai fait environ 200 km depuis Fort Broom en direction de Malselm avant de me perdre. J'espère néanmoins vous donner assez de détails sur le village où je suis fait prisonnier. Peut-être en avez-vous entendu parler. Je m'appelle Gabrielle Darwood. Je suis un jeune anthropologue, professeur et chercheur à l'université de Fort Broom. Je devais me trouver un coin de campagne pour fuir la ville et corriger les copies de mes élèves. Après des années de confinement et de crise sanitaire, la ville a perdu tout son intérêt. Oh, malgré tout leur travers, j'ai toujours eu une vision positive des citadins et plus largement de l'humanité. Cela faisait des mois que je dormais mal. Parfois, j'allais au bout de la nuit sans fermer l'œil, alors que j'ai toujours très bien dormi. Quand j'ai pris la voiture à Fort Broom, j'étais encore incapable de m'expliquer pourquoi, ou même de décrire en des termes simples, ce qui s'agitait en moi. Après réflexion, et au risque de foutre en l'air ma réputation de chercheur, oh, quelle importance désormais, je crois que mes vies antérieures se sont réveillées et ont pris l'ascendant sur mon âme. Et je crois que mon malheur avait pris racine bien avant que je trouve ce village, le village qui n'a pas de nom, le village innommable, comme une funeste destinée. Sinon, comment expliquer la malchance et la terrible aventure qui m'est tombée dessus? J'étais donc parti en fin d'après-midi au volant de ma vieille Ford. Outre les copies à corriger, j'emportais une correspondance électronique avec ma collègue Inaya Davis, une femme très prometteuse qui a publié des dizaines d'articles scientifiques de renom en à peine 5 ans. J'avais imprimé les derniers mails où elle m'avouait être plongée dans une grande perplexité. Dans l'un d'eux, elle disait, je cite, « Me voilà en possession d'un spécimen d'hominidé inclassable, Gabriel. Le squelette de Transylvanie est authentique. Il présente des crocs anormalement longs, et sa stature laisse penser qu'il était recourbé, bien que bipède. Mais le plus étrange, ce sont les protubérances osseuses sur chaque omoplate. Je pense qu'il s'agit là, et je pèse mes mots, d'un vestige anatomique d'ailes. Oui, des ailes. Tout comme le coccyx, vestige d'une queue qui a disparu au cours de l'évolution. Tu comprends donc mon embarras. Se pourrait-il que Dragoche, le nom qu'on a donné à notre découverte, appartienne à une nouvelle espèce? Une espèce qui descendrait d'un ancêtre commun capable de voler? Nous poursuivons les fouilles, ce qui ne manque pas d'attirer les curieux. Il y a 3 jours, une vieille dame m'a supplié d'arrêter ses fouilles. J'ai dû faire venir un interprète pour comprendre ses mises en garde. Le folklore est encore assez vivace dans la région. Écris-moi quand tu pourras, Gabriel. Et si tu le peux, prends un avion pour venir me voir. Bien à toi, Inaya. Si je cite mot pour mot ce mail, c'est qu'il fait écho à ma terrible histoire d'une manière évidente aujourd'hui. J'avais réservé une chambre dans un village nommé Candor. J'avais actualisé le GPS de la voiture, et puis j'avais mon smartphone au cas où. Le réservoir à essence était plein. La Ford avait subi un contrôle technique quelques semaines plus tôt. Techniquement, j'étais paré à toute éventualité.
Mais c'était sans compter sur l'orage torrentiel qui s'est abattu sur l'autoroute. Il pleuvait si fort que même à pleine puissance, mes essuie-glaces peinèrent à évacuer l'eau. J'étais là, à regarder l'indicateur de vitesse. Je roulais à 60 km/h. Voyant que la pluie n'avait pas l'intention de cesser, j'ai décidé de sortir à la prochaine pour trouver un hôtel et faire le reste du chemin une fois le déluge passé. Je suis donc sorti à la prochaine, et je me maudis en cet instant de ne pas avoir regardé le nom ou le numéro de cette maudite sortie. J'aurais pu vous l'indiquer. J'ai passé un premier rond-point, et je me suis enfoncé sur une départementale. Ce n'était pas désagréable, car les grands arbres de part et d'autre formaient presque un toit, un tunnel de verdure qui freinait en partie la pluie. Combien de temps j'ai roulé ? Difficile à dire, si ce n'est que j'avais bien entamé ma réserve. Ce que je puis dire, c'est que j'ai roulé seul pendant au moins 1 heure. Je me rappelle avoir regardé mon portable et constaté qu'il était presque 22 heures, que j'avais encore de la batterie mais qu'une seule barre de réseau. Mon GPS, lui, commençait à devenir minimaliste. Tout au plus m'affichait-il quelques chemins de part et d'autre de cette route. Je me rappelle avoir regretté d'avoir quitté l'autoroute. Bon sang, pas un village ou une petite ville où dormir. La route elle-même, jusque-là bien goudronnée, devenait moins hospitalière. Mes pneus butaient contre des irrégularités et des petits trous dans la chaussée. J'ai dû ralentir. Mais découragé à l'idée de rebrousser chemin, je continuais. Je m'attendais à trouver quelque chose d'une minute à l'autre. Mais rien, c'est pas possible, pensais-je. Je veux bien trouver quelque chose. Il pleuvait toujours. Mes phares éclairaient à 10 de mètres à peine. J'avais les 2 mains sur le volant, le corps en avant, les yeux plissés pour essayer de déceler la moindre indication. Alors quand j'ai vu le panneau en bois sur ma gauche, j'ai pas trop hésité. Sur le bois, on ne lisait qu'une indication de distance, 20 km, et un symbole qui représentait une maisonnette. Quand j'y repense, c'est très étrange comme signalétique. Mais sur le moment, j'avais juste envie d'un toit, donc c'était parfait. Je m'engageais donc sur le chemin de terre qui serpentait et s'enfonçait lentement dans la forêt. Je me rappelle avoir béni le ciel d'avoir encore assez d'essence pour faire 50 ou 60 km. À ce stade, le GPS n'affichait plus rien, même pas le chemin sur lequel j'étais engagé. Je l'ai éteint et j'ai pris mon portable. J'avais une barre de réseau qui apparaissait pour disparaître l'instant d'après. 10 ou 15 minutes plus tard, je n'avais plus du tout de réseau. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. Et c'est aussi là que je me suis résolu à aller au bout du chemin, à payer la première chambre d'hôte que je trouverais. Au 20e kilomètre, le chemin débouchait bien sur un pont, et par-delà ce pont, une côte raide, mais praticable qui menait à un village perché. Je dois avouer avoir remercié le ciel à ce moment-là. J'ai pris un virage et j'ai gravi la pente. Il pleuvait toujours, mais moins fort. Aussi ai-je pu voir dans la pénombre une station essence. Une station essence dans un bled paumé, ai-je pensé. Bizarre. Mais bon, la chance me souriait. Je ferais le plein au petit matin, et puis je repartirais de plus belle. J'étais soudain plein d'entrain, encore que fatigué par la route, et la peur qui avait étreint mon cœur un peu plus tôt. J'ai voulu franchir le mur d'enceinte par une grande porte que je croyais trop grande. Impossible de passer sans abîmer la carrosserie. Alors j'ai fait marche arrière, et je suis allé me garer sur le parking attenant à la station-service. J'ai pris ma sacoche côté passager, mon parapluie sur la banquette arrière, et je suis sorti récupérer ma valise dans le coffre, le cou un peu rentré dans mon impair. J'ai pris soin de fermer à clé et j'ai remonté la route pour franchir la porte et sa grille relevée. Même avec le parapluie, j'avais les pieds et le bas du jean trempés. À l'abri, sous l'arche de pierre, j'ai retiré mes lunettes pour ôter les gouttes de pluie. À la faveur de quelques torches accrochées au mur et abritées par un toit de pierre, j'ai deviné une place vide, au centre de laquelle s'élevait quelque chose, sans doute une fontaine. Pas de lumière aux fenêtres, sauf à l'autre bout de la place, là où figurait un écriteau. Je longeais les murs d'enceinte sur ma droite et passais devant plusieurs portes closes, toutes identiques. Ces portes devaient avoir été enduites de quelques substances nauséabondes, car même avec l'odeur de pluie, ça sentait fort et mauvais. Quelque chose que je ne pus identifier, mais qui m'obligea à m'écarter d'un pas, quitte à me mouiller un peu plus. Au bout de l'allée, je tournai sur ma gauche et continuai.
Je devinais bientôt une taverne. Sur l'écriteau, 2 ailes déployées. Rien de plus. Sur le rebord intérieur de la fenêtre, je vis un chandelier qui supportait des dizaines de bougies. Je devinais un comptoir et je sursautai à la vue d'une silhouette. L'homme a disparu dans l'ombre de la pièce et la porte en bois s'est ouverte sur une petite salle de réception. J'ai refermé mon parapluie et j'ai traversé la rue rapidement pour franchir le palier. Mon regard était attiré par le feu de cheminée sur ma droite. « Bienvenue chez nous », dit l'homme tout en refermant la porte. J'ai sursauté, non pas parce que sa présence me surprit, mais par la profondeur de sa voix, si aimable, reposante et inquiétante à la fois. Avant que j'aie pu dire que je m'étais perdu et que je cherchais une chambre pour la nuit, et le voilà qu'il s'est avancé dans la lumière du feu de cheminée et a pris gentiment mon parapluie. Ce n'est pas son visage que je vis en premier, mais bien ses ongles, fort longs, pointus, et d'aspect robuste. Ils me rappelèrent les cornes de certains buffles. Il a déposé mon parapluie, a tendu sa main pour prendre mon manteau trempé et déclaré « Vous devez avoir faim et sommeil. » Oui, que je lui ai dit. La pluie m'a obligé à chercher refuge. Je pensais trouver un hôtel, à vrai dire, mais la région semble assez peu habitée. Je me tus, par peur de l'avoir insulté d'une manière ou d'une autre. Maintenant que j'y pense, j'ai ressenti la peur dès que j'ai mis les pieds dans ce village abandonné de Dieu. « Suivez-moi », dit-il en prenant ma valise. Oh, je l'ai suivi, tout en jetant des regards inquiets sur la décoration et le mobilier. Du bois, de la pierre, quelques tapisseries et une bibliothèque près de la cheminée. Tout était propre. L'homme dont j'ignore à ce jour le nom, pour la simple raison que je n'ai jamais osé lui demander, était déjà en haut de l'escalier en bois. J'ai regardé sur ma gauche. Il y avait une petite cour et une lumière tout au bout. J'ai gravi les marches à mon tour. Elles craquaient à chacun de mes pas. Je me rappelle m'être arrêté au milieu de l'escalier. L'homme n'avait pas fait craquer les marches. J'ai fini par le rejoindre. Le couloir était étroit et semblait infini, car on n'en voyait pas le bout plongé dans les ténèbres. Il tenait un chandelier de la main gauche et m'invitait à entrer dans ma chambre de la droite. Je suis passé devant lui presque en courbant l'échine. Sur ma gauche, un lit simple à ressort, une table de chevet et une armoire en bois dans un coin. Contre le mur de droite, il y avait une commode sans miroir et 2 chandeliers allumés. Entre le plancher et les poutres apparentes, une fenêtre qui donnait sur la cour. « Vous pouvez défaire votre valise, » dit-il, « et rejoignez-moi dans la salle de réception. Je vais faire chauffer la soupe. »« Merci, » ai-je dit. « Serait-il possible de prendre une douche avant ?» Ma question parut l'incommoder, l'indisposer, car il y eut un silence. « Je vous ferai chauffer de l'eau, et je vous apporterai du savon. » Et je n'insistai pas, et il disparut dans le couloir. J'ai prêté l'oreille, car je m'attendais à entendre les marches craquer. Mais rien, pas de son, pas de bruit. Oh, naturellement, je n'ai pas défait ma valise. Mon intention était de repartir au petit matin. Quand je suis redescendu, non sans quelques difficultés, car je me sentais plus en sécurité là-haut, l'homme sinistre avait dressé un couvert devant la cheminée sur la table basse. À côté du potage fumant et de la corbeille de pain, une assiette creuse en porcelaine et des couverts en argent. D'un style résolument gothique, la vaisselle me fit l'impression d'être d'un autre siècle, tout comme le portrait qu'on avait accroché au-dessus de la cheminée. La femme au portrait avait des cernes immondes, le teint livide, les yeux et les lèvres rouges. Pourtant, elle me fit l'impression d'une étrange beauté. Sous le tableau, posé à même le linteau de la cheminée, une statuette qui me fit frissonner. À la faveur des flammes, je devinais un homme aux ailes rétractées. Il se drapait dans ses ailes et tenait dans ses serres une proie. Je devinais un homme à terre, recroquevillé sur lui-même, l'air agonisant. Je me suis assis sans quitter la statuette des yeux. C'est l'hôtelier qui m'a sorti de ma torpeur. « Vous êtes mon hôte », dit-il comme pour faire résonner sa voix. « J'espère que la soupe sera de votre goût. » Il s'est incliné, puis a fait chauffer de l'eau à même le feu de la cheminée. La bassine d'eau devait peser lourd, pourtant il l'a pris sans effort.
Il s'est éloigné et je me suis servi 4 cuillerées généreuses. Mon ventre gargouillait de faim. J'ai froncé les sourcils en voyant la texture du souper. J'ai approché un peu mon assiette près de la cheminée car il faisait trop sombre. Voyant que l'homme n'était plus dans la pièce, je me suis levé pour m'approcher tout à fait. Des bouts de graisse flottaient dans le liquide. J'ai porté mes narines au plat. L'odeur n'était pas désagréable. Je l'ai entendu revenir et je suis allé me rasseoir. J'allais lui demander sa recette, au moins pour être sûr de souper quelque chose de comestible. Mais il s'est saisi de la marmite bouillante à pleine main, me laissant dans un état de stupéfaction totale. J'aurais parié tout ce que j'avais que le métal de cette marmite était chaud, brûlant, insoutenable. Or, il l'a pris sans sourciller, et il l'a monté dans ma chambre sans faire craquer la moindre planche de bois. Écoutez, je suis un scientifique, anthropologue de formation, jeune certes, tout comme ma propre science, mais nous avons prouvé certaines choses, et parmi ces certitudes, le fait qu'un homme ne peut pas prendre une marmite qui a chauffé au bois ardent sans se brûler. Encore que j'avais vu en Inde des ermites faire quelques prouesses du genre, marcher sur un lit de braise ou dormir sur un lit de clous acérés. Je me suis dit que j'étais peut-être fatigué. Après tout, la vue et l'imagination jouent des tours, elles aussi. Je portais une cuillère à ma bouche. Il y avait de la viande dans ce bouillon. J'en étais à peu près sûr, sans toutefois pouvoir dire si c'était du bœuf, du poulet ou du cochon. À l'heure où j'écris ces lignes, je préfère pas trop penser à cette soupe, car j'ai la désagréable certitude que la graisse qui flottait à la surface n'était pas d'origine animale. Pourtant j'ai tout bu, après quoi j'ai voulu débarrasser, mais nulle trace de l'homme nulle part. J'ai mis les couverts dans l'assiette et j'ai laissé le tout sur la table basse près de la cheminée. J'ai jeté un dernier coup d'œil au tableau, puis je suis remonté me doucher. L'hôtelier avait déposé un cube de savon et des serviettes sur la commode. La bassine posée à même le plancher fumait toujours. Un brin de toilette, un peu de lecture, et je m'endormais peu après. Je pris soin de fermer à double tour. Je me suis réveillé en sursaut, au milieu de la nuit. Terrible cauchemar dans lequel mes omoplates se déformaient au point de transpercer mon dos en d'immondes ailes de peau. J'avais la poitrine en feu, le front en sueur. Mes draps étaient trempés comme sous l'effet d'une fièvre. Je me suis levé et j'ai bu toute la cruche d'eau. Dehors, il avait cessé de pleuvoir. Une lueur émanait de la forêt. Je me suis approché. En bas, la cour était déserte. Tout semblait éteint. J'ai relevé la tête. Sous la lune quasi pleine, je devinais un massif rocheux, recouvert d'une forêt dense. La lumière d'un feu prodigieux perçait à travers bois. Soudain, je me suis dit qu'il y avait un début d'incendie, mais après la pluie torrentielle, le feu n'irait pas bien loin. Ce ne peut être que volontaire, pensai-je. Des petits plaisantins qui ont allumé un feu de joie, voilà tout. Je m'habillai et sortais. Mon smartphone avait encore un peu de batterie. Je mis en marche la lanterne. Sur ma gauche, le couloir mal éclairé, et les ténèbres au bout. Je prêtai l'oreille. Personne ne ronflait. Et a priori, j'étais le seul client de l'hôtel. Du moins, je n'avais croisé aucun client jusque-là. Je descendais dans le hall d'entrée. Le feu brûlait toujours dans la cheminée. Mon couvert avait été débarrassé. « Hé, y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Sur le bord de la fenêtre, les bougies du candélabre étaient sur le point de s'éteindre. J'ai pris le téléphone au comptoir. Pas de tonalité. J'ai raccroché, puis j'ai redécroché. Toujours pas de tonalité. À côté du combiné, un registre. Je l'ai ouvert au hasard. Une page blanche. J'ai fait défiler les pages pour constater que tout était blanche, sauf une, relativement récente, une certaine Adna James, arrivée 4 mois plus tôt. On avait inscrit sa date d'arrivée, mais pas de date de sortie. J'ai froncé les sourcils, perplexe, et je suis allé à la date du jour. L'homme avait bien écrit mon nom et ma date d'arrivée. J'ai refermé le registre, puis j'ai senti mon sang quitter mes veines. À quel moment lui avais-je donné mon prénom et mon nom de famille? Non, pensais-je. Tu as dû lui donner en arrivant. Tu as même dû régler ta note d'avance, puisque tu veux partir à l'aube. Mais je n'avais pas le souvenir de l'avoir fait, ni d'avoir payé.
J'avais d'ailleurs tout juste quelques dollars, et de toute évidence, l'établissement n'acceptait pas les paiements par carte. J'ai eu du mal à faire redescendre les battements de tambour qui tapaient dans mes tempes. À vrai dire, je ne crois pas avoir retrouvé totalement le calme depuis. Par la fenêtre, je voyais la place déserte, assez bien éclairée par la lune, et un ciel de nouveau dégagé. Incapable d'aller me recoucher, je décidai d'inspecter les lieux. Je passai derrière le comptoir, il n'y avait là qu'une chaise. Toutes les clés étaient suspendues, sauf celle de ma chambre, confirmation que j'étais le seul client. Il y avait une porte. Je posai ma main sur la poignée, mais elle était fermée à clé. Près de l'escalier, la porte qui donnait sur la cour intérieure. J'hésitais à remonter pour inspecter le couloir, mais il me donnait la chair de poule. Je décidai de traverser la cour intérieure. Le pavé était mouillé, de la mousse poussait dans les interstices. J'entrais dans un nouvel édifice. La porte n'avait pas été verrouillée. Un escalier en colimaçon permettait d'accéder aux étages inférieurs et supérieurs. « Il y a quelqu'un ?» Je n'eus pour réponse que le vent contre les vitres. Je suis descendu. Les larges marches de pierre étaient recouvertes d'un tapis rouge. L'escalier me parut interminable. Il desservait un premier étage inférieur. De part et d'autre, un long couloir et encore des pièces. Je crus voir bouger sur ma gauche. J'ai pointé ma lanterne et j'ai vu un chat noir, assis sur ses pattes arrière, au milieu du couloir. J'ai essuyé la sueur de mon front d'un revers de manche, sans le quitter des yeux. En un sens, j'étais rassuré de n'être pas seul. L'escalier descendait encore sur un étage. Je n'avais pas le courage d'ouvrir une de ces pièces. Alors j'ai continué à descendre. Tout en bas, il y avait, semble-t-il, une consigne à bagages. De longs couloirs bordés d'étagères sur lesquels reposaient des sacs et des valises. Je m'avançai pour mieux voir et portai mon smartphone vers l'un des sacs. Le modèle de valise semblait récent, moderne. Mais il n'y a aucun client, pensai-je. Pourquoi y aurait-il des bagages ici? La peur a fait lever les poils de mes avant-bras et j'ai vacillé sur mes jambes. J'ai dû faire quelques exercices de respiration pour ne pas laisser l'imagination prendre le dessus. Du calme, Gabriel. Ce ne sont peut-être pas les bagages des clients. Ce sont peut-être les affaires personnelles du propriétaire. Ou un service de consigne pour tout le village et les passants. Voilà à peu près ce que je me suis dit pour tenter de me calmer, en vain. J'ai avancé le long du couloir, la plupart des étagères étaient pleines, et je redoublais d'angoisse à la vue de bagages fort anciens. Si la première valise croisée en chemin était évidemment moderne, j'avais désormais des malles d'un autre temps. J'avançais de plus belle, et j'arrivais au bout de la rangée, là où reposaient des coffres en fer. Il y avait peut-être 5 ou 6 rangées en tout, et des dizaines de bagages appartenant à des époques très différentes. Oh, je ne suis pas du genre à fouiller dans les affaires des autres, mais j'avais besoin de réponses. Je suis retourné au début de l'allée et j'ai pris la valise chromée qu'il y avait là. Il n'y avait pas de verrou. Je l'ai ouverte. Il y avait un portefeuille posé sur une pile de vêtements. Des ballons gonflables et une carte de vœux. De toute évidence, la personne se rendait à un anniversaire. J'ai regardé à l'intérieur du portefeuille en cuir noir. Quelques dollars, 2 ou 3 cartes de fidélité et une pièce d'identité. Mon cœur a de nouveau fait un bond en voyant le prénom et le nom d'Anna James, les mêmes que sur le registre. Oui, la valise appartenait bien à Anna. Et si cette valise appartenait bien à une cliente de l'hôtel, à qui appartenaient les autres bagages? Et qu'était-il arrivé à leur propriétaire? J'ai cru entendre du bruit à l'étage. Je prêtai l'oreille. Je m'attendais à voir le chat noir d'un instant à l'autre. Je décidai d'emporter quelques affaires, la carte d'anniversaire, ainsi que les ballons et le portefeuille. J'avais bien l'intention de retrouver Anna James, du moins sur le moment. Je pris soin de refermer la porte du bâtiment derrière moi et de n'être vu de personne. Je ne croisai d'ailleurs pas âme qui vive et regagnai ma chambre sans difficulté. Impossible de fermer l'œil cette nuit-là, près de la fenêtre. J'ai attendu le petit jour comme l'amant attend le retour de l'être aimé, tandis que le feu de joie
envoyait toujours ses flammes à travers moi. Aux premières lueurs du jour, je descendis à la réception. L'homme était là. J'osais à peine me défaire, ne serait-ce qu'un instant, de ma valise, dans laquelle j'avais mis les affaires d'Anna James. J'ai payé ma note et je l'ai remercié pour le souper. J'allais sortir sans rien ajouter, mais j'avais besoin de savoir. J'avais envie de l'interroger. Mais rien à faire, je restais muet. Tout en pensant cela, je relevai les yeux pour lui faire tout à fait face. J'eus un mouvement de recul en voyant qu'il me fixait de ses yeux brillants et jaunes. Si jusque-là l'obscurité et la nuit m'avaient empêché de bien distinguer ses traits, je pouvais à présent voir qu'il n'était pas tout à fait normal. Il tenta pourtant de me mettre à l'aise et dit « J'espère que vous avez passé une nuit agréable, monsieur. » Je fis mon possible pour sourire. Cet homme m'incommodait tant que je n'eus pas le cran de l'interroger. À vrai dire, je n'aurais peut-être pas dû fouiller dans son registre. La gorge nouée, je me suis incliné légèrement et je suis sorti. L'air frais sur mon visage m'a redonné un peu d'entrain et je me suis éloigné. La fontaine, bien nette dans le petit jour, faisait penser à la statuette sur la cheminée de l'hôtel. Le village, dont j'ignorais toujours le nom, devait avoir quelque curiosité. Mais ce serait dans une autre vie. Il me fallait quitter cet endroit. Je cherchais le nom de la place, mais là encore, rien. J'avais une pointe de culpabilité. Maintenant que je savais qu'Anna James n'était plus en possession de ses affaires, il me fallait la retrouver, peut-être la secourir. Et pourtant, je pensais surtout à fuir. J'étais dans mes pensées. Aussi n'ai-je pas tout de suite vu que j'étais sorti de l'enceinte pour rejoindre la route en pente. J'y ai découvert avec effroi une station essence désaffectée. De nuit, je l'avais cru en état de fonctionner. Pire, sur le parking où devait se trouver ma Ford, il n'y avait qu'un bitume transpercé par les mauvaises herbes. J'ai lâché ma valise et le son de l'objet sur le sol m'a fait sursauter. Je me souviens avoir regardé partout, comme un fou qui chercherait l'inexistant, l'insaisissable. Je me suis précipité vers le bord de la falaise, mais je n'ai vu que des arbres, dont les racines fendaient la terre comme autant d'épieux. Nulle trace de ma Ford. Je me suis pris les cheveux. J'ai ôté mes lunettes pour les essuyer fébrilement. Puis j'ai essayé de me raisonner, de regarder au sol s'il n'y avait pas des traces de pneus ou de verres brisés, que sais-je. Quelque chose qui me mettrait sur la piste des voleurs. Je sentais en cet instant la colère monter en moi. J'ai toujours été colérique, bien malgré moi, car j'ai toujours fait le vœu d'être quelqu'un de calme, de bon, de juste. Mais ce genre de situation révélait invariablement ma vraie nature. Tout le monde peut perdre le nord, me direz-vous, surtout quand on vient de se faire voler. Mais je sentais quelque chose de plus profond, comme une envie d'en découdre avec les hommes de ce village, de prendre le premier venu, de l'accuser, et puis de le frapper avant qu'il ait pu se justifier. Et c'est précisément cette sensation qui accrut un peu plus ma peur. Cet endroit était malsain. Je le sentais en moi, comme un venin qui s'infiltre lentement et réveille une part de ténèbres en vous. J'ai senti une présence dans mon dos, furtive. Je me suis retourné et je l'ai vue. Une jeune femme aux cernes prononcées. Elle portait un jean sale. Son pull était en partie déchiré. Une patte formait désormais une croûte sur ses joues et son front, et aussi sa bouche. Elle me dévisageait. Elle avait le regard ailleurs, comme si elle venait de se shooter à quelque drogue dure. Mais elle m'a souri, et son regard intense s'est posé sur moi. Elle a pris une grande inspiration, et elle s'est approchée. Elle m'a regardé de haut en bas. J'avais du mal à soutenir son regard aux pupilles dilatées et aux reflets dorés. Mais à cette distance, son air m'était familier. Vous êtes Anna James ?» J'ai ouvert ma valise, tout en jetant de brefs coups d'œil à la fille. Son état pitoyable inspirait l'empathie. Que diable lui était-il arrivé? J'ai ouvert le portefeuille pour lui tendre sa carte étudiante. Elle ne l'a pas regardée. Puis elle a dit d'une voix affreusement rauque, « Gardez-la. Vous ne tarderez pas à vous en défaire, vous aussi. » Puis elle a pris mon visage d'une main pour le ramener à elle et sonder mon âme. Sa poigne était si puissante que j'eus peur qu'elle me brise en deux. Elle a plongé ses yeux dans les miens et un souffle ardent est né dans ma poitrine, comme si elle venait d'allumer une forge. Elle a souri,
comme confiante de ce qu'elle avait vu en moi, puis s'est éloignée. Je suis resté les yeux rivés sur le bitume craquelé. Les mauvaises herbes avaient une sève si noire qu'elles en perdaient leur vert, et je me reconnus en ce bitume, fendu comme mon âme. Que venait-elle de me faire? J'avais la poitrine et l'œsophage brûlants. J'ai posé une main sur ma gorge pour la retirer aussitôt. J'ai regardé sur ma droite. La fille n'était plus là. Je me suis assis à même le sol pour reprendre mes esprits et faire baisser la température. À cette époque de l'année, il fait plutôt froid. Pourtant, j'étais en feu. De l'intérieur, je sais ce que le lecteur peut penser, que j'en suis tombé amoureux. Que c'est là l'effet de l'amour passionnel. Alors écoutez la suite de mon histoire et vous saurez que l'amour n'a pas sa place dans le tournant qu'a pris ma vie. Quand je pus me remettre debout, je me rappelle avoir parlé seul. Du calme, Gabi, du calme. C'est juste une droguée. Tu vas aller voir la plus haute autorité du village et déclarer un vol de voiture. Puis tu appelleras un taxi et tu rentreras corriger tes copies. Et quand tu seras revenu à la normale, tu préviendras la police. Tu leur diras de faire une descente dans le village, que les habitants y sont fort suspects, et qu'il y a peut-être tout un trafic de drogue derrière l'apparente et sympathique enceinte médiévale. Je me rappelle avoir pensé quelque chose d'approchant. La colère a repris le dessus en moi, même si je sentais qu'elle siégeait sur un sol mouvant et infesté par la peur. J'ai remonté la route et j'ai traversé la place. Elle était animée. On préparait déjà des étals. L'un d'eux était recouvert d'herbes et d'épices que je ne pus identifier. Oh, il semblait affairé, encore que j'avais la désagréable impression d'être l'objet de tous les regards. Personne ne souriait, ou ne parlait trop fort. J'entendais presque murmurer. Je ne pus saisir aucun mot en particulier, mais j'aurais juré que le brouhaha n'était pas de l'anglais, que ce n'était aucune langue connue des hommes. Je sentais leur aura comme autant d'ondes envoyées sur moi. Je ne peux pas me l'expliquer, mais ils semblaient attendre quelque chose de moi. J'ai accéléré le pas. Dans les boutiques et les ateliers, aucune activité. Tout paraissait n'être qu'une façade. J'ai traversé toute la place pour m'engager dans une rue sans nom. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'écriteau. Les bâtisses étaient si vieilles que les toitures se tassaient, se rejoignaient et fusionnaient entre elles. Et toujours la même idolâtrie, représentée sur les frontons et les linteaux, l'homme drapé dans ses ailes. Pas des ailes de plumes, des ailes de peau. La rue pavée et boueuse descendait vers une autre place, plus grande que la première. Et là, j'y ai vu un bâtiment imposant où était écrit « Mairie ». Enfin une inscription. Ni une ni deux, j'ai franchi les 3 marches verdâtres et je suis entré. Il n'y avait personne à l'accueil. J'ai fait quelques pas en avant, admiré l'escalier majestueux recouvert d'une vieille tapisserie rouge et terminé par un tableau imposant et sinistre. On pouvait y voir un homme apeuré tenter de fuir. Et à ses trousses, une horde de démons ailés. J'ai tressailli, et une silhouette s'est détachée près du rideau. « Je peux vous aider, monsieur », m'a dit l'homme. « Oh, vous m'avez fait une peur bleue », que je lui ai répondu. « Oui, je cherche le maire, ou quelque autorité en ces lieux. Je suis arrivé hier, à cause de la tempête, et on m'a volé mon véhicule. Vous pourriez m'aider ? » Mais très certainement. Je suis le maire du village. Qui d'autre que moi pour vous aider ? L'homme s'avança un peu plus dans la lumière. Son aspect n'était pas répugnant, mais il n'était pas tout à fait rassurant. Il m'a néanmoins aidé. Il a noté la plaque d'immatriculation et composé un numéro sur son portable, que je supposais être celui de la police. Je suis resté là, à l'entendre bavarder avec le chef de police. Mais maintenant que j'y repense, je crois qu'il n'y avait personne au bout du fil. « La police est au courant », a-t-il dit après avoir accroché. « Je vais maintenant vous commander un taxi. » J'ai essayé de voir ce qu'il pianotait sur son portable, mais l'écran n'était pas assez incliné vers moi et je n'osais pas me rapprocher de lui. « Vous avez une application pour les taxis, c'est ça ?» que je lui ai dit. Il a souri en acquiesçant. Ses dents étaient blanches, mais ses gencives étaient noires. J'ai des frissons dans le dos rien que d'y penser. Mais bon, l'homme paraissait aimable. Alors, je l'ai interrogé. Après tout, c'était le maire.
J'ai remarqué que votre station essence est hors service. Et j'ai aussi vu pas mal de lieux désaffectés. Oui, me dit-il. Notre pauvre village a subi la crise de plein fouet. Une grande misère s'est abattue sur tous les villageois. Je trouvais l'excuse peu crédible, car la station devait être à l'abandon depuis des années déjà. Mais bon, il était aussi vrai que la crise sanitaire nous avait plongés dans la récession de longues années. La nature avait très bien pu reprendre ses droits depuis. J'ai croisé une fille très étrange, ai-je ajouté, avide de confession. Elle était sale et semblait totalement hors d'elle-même, voyez. Je pense qu'il s'agit de cette fille. Je lui ai tendu la carte étudiante d'Anna James. Je ne connais pas cette fille. Quant à la personne que vous décrivez, c'est sans doute une fille qui prend trop à cœur notre folklore local. Il était à demi amusé. Il a ajouté quelque chose du genre « Ces temps-ci, les étudiants s'échappent de la ville et gagnent la campagne en quête de fêtes clandestines, vous voyez. Pourquoi ne pas venir voir le feu du dieu ailé ce soir? La lune sera pleine. C'est la meilleure époque de l'année. » Je lui ai dit que c'était gentil, mais que je prendrais le taxi qu'il m'a commandé. Ce sur quoi il m'a dit que le taxi serait là d'ici 1 heure ou 2, sur la place même de la mairie. Pas avant, car le village est dur d'accès. Après quoi, il m'a conseillé de ne pas trop prendre au sérieux mes sens et mes impressions, qui, selon lui, me jouaient des tours. J'ai fait fi de son sermon et il m'a raccompagné jusqu'à la porte. « Ah, j'oubliais, a-t-il dit. Voici pour vous. Ça vous aidera à patienter. Et vous en apprendrez plus sur notre village et ses traditions. » Il m'a tendu un livre sans titre, juste une couverture noire. J'ai serré la main qu'il m'a tendue. Elle était si chaude que j'ai cru que la mienne allait fondre. Je l'ai remercié et je suis allé sur un banc. Mais impossible de tenir en place. J'ai décidé d'aller inspecter les environs. J'avais l'infime espoir de retrouver ma voiture. Surtout ne va pas te perdre et reviens à temps pour le taxi, ai-je pensé. J'allais donc faire un tour d'une demi-heure à travers les rues de la ville. De temps à autre, je cherchais dans la suite des maisons sinistres un garage ou une allée où ma voiture serait cachée. Mais plus je marchais, plus j'avais l'intime conviction que les voleurs s'étaient simplement fait la malle. Mes pensées allaient à 1000 à l'heure. La voiture, le village sordide, la fille droguée, l'hôtelier, le maire. Et plus je m'éloignais sur la route, plus j'avais envie de fuir à pied. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai regardé ma montre. Il était encore tôt. En marchant vite, je pourrais sans doute rejoindre un village ou une ville avant la nuit, trouver une connexion internet ou de quoi recharger mon smartphone. L'espoir renaissait en moi. Même si j'avais les jambes fébriles et le ventre affamé, j'ai marché à pas rapides sur la route qui descendait et s'éloignait à travers bois. Mal goudronnée, elle n'en restait pas moins praticable. De part et d'autre, la forêt de conifères et d'arbustes denses. J'oubliais soudain le taxi, car j'avais sur le maire quelques soupçons justifiés. La simple idée de m'éloigner de ce lieu maudit me soulageait. Alors j'ai marché, 1 heure, puis 2 heures. Au bout d'un moment, mes chaussures de ville m'ont fait mal. Je me suis assis sur un rocher du bord de la route. J'ai ôté mes chaussures pour masser mon pied, enflé et rouge. C'est là que je me suis rendu compte que la forêt n'avait aucun son, ou presque. Pas d'oiseaux dans les arbres. Tout était si calme, tout juste bercé par les vents et ses murmures. Je me suis remis en marche. On n'entendait que mes talonnettes sur le sol. Jusque-là, je n'avais entendu que mes pensées virevoltantes et endiablées. J'ai fini par retirer mes chaussures pour marcher pieds nus, à cause de la douleur et des bruits de pas qui résonnaient tout azimut. Mais au bout de 3 heures de marche, j'avais toujours le même chemin monotone. Cette route ne menait nulle part. J'avais terriblement soif, rien à boire, rien à croquer, et je me suis surpris à lever les yeux au ciel, moi qui ne crois en rien, si ce n'est au tube à essai et à la datation carbone 14. Mais là, j'ai compris une chose. Bien que scientifique, l'homme, c'est l'homme, perdu, effrayé dans un univers qui le dépasse. Dieu devient nécessaire dans des moments pareils. J'ai attendu sur le bas-côté, en attendant que le sommeil ou le froid m'emporte. Si l'ennui ne me tuait pas avant, j'ai fini par prendre le livre, que je n'avais toujours pas ouvert, et j'ai commencé à lire. L'auteur, qui n'était pas mentionné, parlait en introduction d'une certaine tradition philosophique,
Elle ou il affirmait que la vraie nature de certaines femmes et de certains hommes n'était pas le bien, le juste ou le bon, mais qu'elle se révélait dans l'accomplissement de la cruauté. Pour preuve, l'auteur expliquait qu'un humain, même bon, était toujours plus ou moins enclin au morbide et au malheur, qu'il était fasciné par le mal, que nos journaux regorgent de faits divers et de mauvaises nouvelles, qu'un train qui arrive à l'heure n'intéresse personne, mais qu'un train qui déraille fait les gros titres. Et pas seulement par souci d'information, mais bien par sensationnalisme, comme pour exciter quelque chose de lugubre en nous. En un sens, l'auteur n'avait pas tort, mais son idéologie me paraissait lugubre et assurément dangereuse. Ce sur quoi l'auteur parlait d'un stade plus évolué de l'homme, capable par certains rites de renouer avec sa nature véritable. J'ai alors lu en diagonale, car j'étais scandalisé, et si j'avais eu celle ou celui qui avait écrit ça, je lui aurais dit que le propre de l'homme, c'est justement de ne pas céder aux plus vils instincts. Je le lui aurais prouvé par A plus B. Je l'aurais sermonné jusqu'à ce qu'il ou elle pleure de l'eau bénite. Je tournais les pages et tombais sur des dessins. L'auteur détaillait certains rituels de son village natal. Je faisais naturellement le rapprochement avec le village que je tentais en vain de fuir. J'ai jeté le livre dans le fossé et j'ai attendu. Jusqu'à ce qu'un bruit de moteur me sorte de ma léthargie suicidaire. Je me suis redressé et j'ai vu des phares au loin. La nuit commençait à tout ensevelir autour de moi. En un sens, j'étais soulagé, mais la voiture allait en direction du village. J'espérais que ce soit mon taxi, mais ce n'était qu'une camionnette. J'ai levé le pouce, pourvu qu'il me prenne, sinon je suis mort. Il a freiné et j'ai reconnu l'hôtelier. Il a passé un coude par la fenêtre et a dit « Montez, il fera bientôt nuit. » J'allais monter côté passager quand il a dit « Vous oubliez notre livre. » Je suis revenu sur mes pas et j'ai pris le livre. À bord de la camionnette, je n'ai rien dit. Il n'a pas causé non plus et j'ai fini par piquer du nez. Je me suis réveillé sur la place de la mairie. Il m'a secoué un peu et m'a dit « Le maire veut vous parler. » Je suis donc sorti pour discuter avec l'homme. « Votre taxi est venu, mais vous n'étiez pas là. J'ai payé sa course et il est reparti. » Je l'ai remercié avant de présenter mes excuses. Je doute qu'un taxi accepte de faire le chemin à cette heure tardive. Vous devriez rester à l'hôtel pour cette nuit et en reprendre un demain. Je n'avais plus trop le choix. Il dut sentir mon désarroi, car il désigna l'hôtelier et ajouta sur le ton de la boutade « Faites fi de ses manières, monsieur. Je puis vous assurer, au bout du compte, que son service est irréprochable. » Gêné, j'adressai un sourire de politesse à l'hôtelier. Il s'inclina et remonta au volant de sa camionnette. « Vous me trouverez à l'hôtel, » dit-il. « Le souper sera servi à 19h. » Le maire m'a salué à son tour pour retourner dans son domaine. Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai eu la terrible sensation d'être prisonnier de ces lieux. Pour me changer les idées, j'ai corrigé quelques copies après le dîner. La soupe de l'hôtelier me faisait un drôle d'effet. J'avais toujours une fièvre éphémère, suivie de gargouillements épouvantables. J'ai corrigé 2 copies, mais pas plus. Alors j'ai relu les mails imprimés de ma collègue. Se pourrait-il que ces découvertes fassent écho au grimoire noir qui reposait sur mon lit? Je jetais de temps à autre des regards vers le livre. Je le méprisais. De lui émanait un charme pernicieux. Dans un autre contexte, j'aurais sans doute jeté l'ouvrage. Mais en ces lieux, j'avais l'impression d'avoir un guide touristique à portée de main. Peut-être y a-t-il une carte des lieux, ai-je pensé. Je me suis rué dessus en quête de réponse, en espérant trouver une faille dans laquelle m'engouffrer. Peut-être une carte des bois avec un chemin par lequel disparaître loin d'ici. Mais je ne vis qu'une série de rituels décrits avec force détail, tous plus horribles les uns que les autres. De la magie noire illustrée. Et là, au détour de ma lecture superficielle et effrénée, j'ai vu le mot « sacrifice ». J'ai lu tout le passage concerné. J'ai refermé le livre pour le jeter à terre. « Vous en apprendrez plus sur notre village et ses traditions », avait dit le maire. Mon Dieu, je suis perdu. Je me suis levé pour trouver du réconfort dans le ciel étoilé, mais je n'ai vu qu'un feu de joie, au même endroit que la veille. Cette fois, c'en était trop. Je devais en avoir le cœur net. J'ai mis mon manteau et je suis sorti furtivement. Les marches craquaient légèrement à chacun de mes pas. Dans le hall d'entrée, personne.
Dehors, juste la nuit noire et quelques torches çà et là. Personne non plus. J'ai longé le mur tout en jetant des regards inquiets vers les maisons. Le vent soufflait dans les chaumières en un hurlement épouvantable, un vent frais qui me glaçait les os. J'ai mis mes mains au fond de mes poches et j'ai pressé le pas jusqu'à une ruelle qui partait sur la gauche et à laquelle je n'avais pas encore prêté attention. C'était en réalité un passage étroit, terminé par un escalier qui descendait jusqu'à la forêt. J'ai glissé sur une marche et je me suis rattrapé de justesse. Les mains dans les poches, je venais de me cogner le coude contre la rampe rouillée et en certains endroits tranchantes. J'ai posé une main contre le mur et je suis descendu en maudissant toutes ces années passées avachis sur un bureau plutôt que dans un gymnase. J'étais empoté et je n'avais pas 40 ans. J'étais pitoyable en cet instant. Arrivé en bas de l'escalier, je me suis retrouvé face au bois. On avait planté des torches un peu plus loin, qui dessinaient un chemin de lumière. J'ai regardé derrière moi pour voir si j'étais suivi. Ce n'était pas le cas. Le chemin était en partie pavé. J'entendais des bruits de tambours étouffés. Je pouvais voir le feu, mais il était encore loin. Depuis la fenêtre de mon hôtel, il avait semblé tout proche. J'ai suivi le sentier, d'abord hésitant, puis plus rapidement car j'avais froid. Entre deux torches, la nuit noire, et comme certaines étaient assez éloignées entre elles, je pouvais aisément passer inaperçu en restant dans la nuit. Quand la musique fut assez forte, je me suis arrêté pour prêter l'oreille. Il y avait des percussions, mais aussi un bourdonnement qui s'apparentait à des chants. J'ai hésité à faire demi-tour. Il fallait peut-être sortir du sentier, rester dans la nuit noire. Je suis donc sorti tout à fait du sentier pour me faufiler à travers les buissons et les arbres atonnants. Je me suis éloigné suffisamment pour ne pas être vu depuis le sentier, mais pas trop pour bénéficier de la lumière des flammes. J'avais tant marché en journée que cette balade de nuit m'a semblé infinie, mais j'ai fini par le voir. Le grand feu en contrebas. Je me suis mis à plat ventre entre deux buissons. Sur ma droite, le sentier serpentait à travers les arbres et débouchait sur une clairière. Derrière les flammes intenses, je distinguais une statue de pierre, un démon aux ailes déployées, et entre ses griffes, un homme à terre. Tout autour, des femmes et des hommes dansaient sur un rythme effréné, vêtus de peau de bête et le visage maculé d'une pommade noire. Je ne reconnus aucun villageois, mais je les devinais en transe, les yeux révulsés. À terre, recroquevillée et tremblante de peur, une biche attachée par une corde à un poteau. 3 hommes frappaient sur les tambours en peau d'animaux avec frénésie. La vibration était grave, profonde. Elle semblait faire trembler le sol à chacun de leurs coups. L'un d'eux, torse nu et la tête en perpétuel mouvement, agitait un récipient duquel émanait une fumée épaisse. Il tournait sur lui-même, et je crus voir 2 protubérances sortir du haut de son dos, au niveau des omoplates. Alors ils ont prononcé en chœur des chants et des incantations insaisissables pour moi, mais leurs chants devenaient envoûtants. Il faut s'en aller. Et je pensais, ouais, il faut que je parte loin d'ici. Je me suis remis sur les genoux, et tandis que j'allais rebrousser chemin, j'ai vu l'un d'eux planter son couteau dans la pauvre bête. Il en a retiré le cœur avec une facilité déconcertante, preuve qu'il avait déjà fait ça avant. Il en a croqué un bout, puis l'a fait passer aux autres qui ont goûté, et soudain, l'un d'eux a dit quelque chose et ils se sont tous rués sur l'animal pour le dévorer. La musique a cessé net, et je n'entendais plus que les grognements bestiaux des femmes et des hommes à 4 pattes autour de la biche. Ils ont déchiqueté sa chair et ses membres comme des fauves enragés. J'ai même entendu les bruits des os broyés. Je me suis remis debout. J'ai ressenti le goût du vomi dans ma bouche et j'ai couru maladroitement vers les bois. Ma tête a tourné. J'ai senti mon sang quitter les veines de mon visage et j'ai tourné de l'œil pour trébucher. Je pensais pouvoir m'appuyer sur un tronc d'arbre, mais je l'ai loupé et je suis tombé lourdement dans la pente. Je l'ai dévalé sans contrôle aucun et je suis retombé de tout mon poids sur ma jambe droite, fracturée net. Mon hurlement fut bref, mon évanouissement instantané. Ma dernière vision de cette nuit de cauchemar fut une allée sommairement pavée, des torches et la clairière endiablée. Je me suis réveillé très lentement. Dans ma bouche et mes poumons, j'ai senti un souffle chaud. J'ai ouvert un peu les yeux et j'ai compris qu'on m'embrassait, littéralement.
mais j'avais tous les muscles ensuqués et je ne pus que constater que j'étais alité. Dans ma chambre d'hôtel, elle s'est redressée et je l'ai reconnue. Adna James. Ma vue, d'abord floutée, s'est affinée, puis j'ai vu un très vieux monsieur assis au bord du lit. Il portait des favoris et paraissait d'un autre temps. Il s'est redressé, une mallette imposante en cuir dans la main gauche et son binocle dans la droite. Il y avait aussi le maire et l'hôtelier. Ma vue s'est portée sur ma jambe surélevée et plâtrée. Je ne la sentais presque pas, j'avais le corps anesthésié. « Que m'avez-vous fait ?» ai-je dit. « Nous vous avons remis la jambe en place », a dit le maire. Notre médecin a quelques années d'expérience en la matière. Il a tapoté l'épaule du vieil homme qui s'est éloigné comme une ombre. Adna James, ou devrais-je dire celle qui la remplaçait, me fixait intensément avec un sourire malicieux. Que m'avait-elle fait? M'avait-elle simplement réveillé d'un simple baiser? Avait-elle abusé de moi dans mon sommeil? J'ai senti l'angoisse me gagner à mesure que mon piteux état se faisait manifeste. Avec une jambe plâtrée, de la cheville au milieu de la cuisse, comment allais-je fuir désormais? Je ne m'en étais pas encore rendu compte, mais je tenais le livre noir dans les mains. « Ce soir, » a ajouté le maire, « ce soir aura lieu votre rituel de passage. Vous serez des nôtres ou ne serez plus. Nous viendrons vous chercher. » Le maire s'est éloigné, précédé par l'hôtelier qui lui a ouvert la porte et qui l'a suivi dans le couloir. Adna James est restée près de moi. Elle sentait bien que les résidus d'anesthésie, la stupéfaction et la peur me réduisaient au silence. Elle s'est levée, a posé sur moi sa fine main aux doigts cornus et m'a susurré dans l'oreille de sa voix envoûtante. « Cessez de résister, car vous n'êtes déjà plus Gabriel Darwood. » Et avant que j'aie pu la regarder dans les yeux, elle longeait le lit et disparaissait dans le couloir. La porte se referma lentement derrière elle, comme sous l'effet d'un vent léger. J'ai pris un coussin sur ma droite et je l'ai posé sur mon visage pour sécher mes larmes et étouffer mes cris. J'ai crié jusqu'à m'asphyxier, puis je me suis rendormi. À mon réveil, il faisait presque nuit. J'avais l'infime espoir de me réveiller dans ma salle de classe, avachi sur mon bureau, ou dans mon appartement de Fort Broom, sur le canapé par exemple, avec une petite lampe de chevet et un western en fond sonore. Mais non, rien de tout cela relevait du songe. Alors j'ai réuni mes forces vacillantes et j'ai lu le livre que je tenais toujours en main. Il me fallait comprendre, étudier, comme je l'avais toujours fait. Après tout, j'étais anthropologue, et ils étaient des hommes, sinistres certes, mais des hommes, à moi de les étudier. Ce que je lus ne fit qu'empirer mon état déjà pitoyable. Le livre proposait une conception radicalement dangereuse de l'homme, libéré de tous les codes scientifiques ou religieux de notre époque. Le livre défendait l'idée d'une origine céleste et extraterrestre. En un sens, l'auteur avait raison, nous venons de l'univers, nous sommes poussière d'étoiles. Mais de là à affirmer et croire qu'une créature cosmique et ancienne est endormie dans nos gènes et qu'elle ne demande qu'à renaître, de là à dire qu'une vie antérieure et démoniaque désire reprendre ses droits, comme un appel séculaire, soudain je fis le rapprochement total avec le squelette préhistorique trouvé par ma collègue Inaya. Selon le livre, les protubérances dorsales sont le vestige de nos ailes trépassées. Nous, créatures déchues et condamnées à rester et errer sur la terre. Pour moi, les déformations dorsales du spécimen d'Inaya n'étaient dues qu'à un accident, ou à un rituel peut-être. J'ai reposé le livre sur mon ventre. La sueur au front, je repensais au veston de l'hôtelier, déformé au niveau des omoplates, comme si des bosses saillantes en sortaient. Puis j'ai repensé au maire. Même soupçon. Adna James aussi avait ses curieuses bosses en haut du dos. J'ai continué ma lecture avec la désagréable sensation que mes connaissances scientifiques s'émiettaient à chaque page. Quel délire leur cosmogonie allait me révéler. Je n'étais soudain plus anthropologue, mais ethnologue et psychiatre. Je ne savais plus ce que j'étais, à vrai dire. J'avais affaire à tout un village de fous furieux, capables d'inventer et de croire fermement à une mythologie morbide et à des rituels immémoriaux. Comment la police ne les avait-elle pas arrêtés? L'adrénaline avait dissipé les sédatifs qu'ils avaient dû m'injecter et dont j'ignorais la recette. J'ai pris une immense inspiration. Je sentais en moi l'effronterie et le courage.
Je me suis levé, je m'en vais, j'en ai assez vu. Et je pensais. J'ai pris les 2 béquilles apposées contre le mur de pierre, et je suis allé jusqu'à mon manteau. J'allais m'enfuir quoi qu'il en coûte. Même avec mon handicap, j'irais si loin qu'ils ne pourront plus rien. Je préférais mourir en chemin que de rester 1 minute de plus parmi eux. J'étais endiablé, déterminé, convaincu de réussir. Mais quand j'ai ouvert la porte en grand, ils étaient là. Non pas seulement l'hôtelier, Anna James et le maire, mais tout le village. Ils formaient une allée de ma chambre jusqu'à la place du marché. L'hôtelier et Anna James m'ont pris chacun par un bras. J'ai lâché mes béquilles et senti que je lévitais. Ils me portaient avec une facilité déconcertante, comme si je n'étais qu'une étoffe de soie. On s'est écarté légèrement pour nous laisser passer. J'avais envie de crier, de leur dire que c'était une terrible méprise, que je n'avais été mis au monde que pour corriger des copies et publier de temps à autre dans des revues scientifiques, que j'avais le droit de vivre une vie tranquille, qu'ils pourraient peut-être inclure l'amour et le respect de la vie dans leurs livres sacrés. En cet instant, je suis devenu croyant. J'ai prié Dieu si fort que j'avais peur qu'il m'entende, que les villageois m'entendent. Ni une ni deux, j'étais sur la place. De toute évidence, des gens de la région étaient venus en nombre. Ils formaient une allée et tenaient des torches. Ils se faisaient passer des bols en terre cuite et se recouvraient le visage d'un baume noir et visqueux. À la périphérie de la foule, il y avait, semble-t-il, des joueurs de tambour. J'ai entendu des chants assez faibles, mais audibles. La lune était pleine cette nuit-là. Le ciel constellé d'étoiles. Que n'aurais-je pas donné pour rejoindre l'une d'elles? Au bout de l'allée, une très vieille dame se tenait sur une canne. Ils m'ont amené jusqu'à elle. Elle devait être aveugle car elle a cherché mon visage d'un geste hésitant. Mais quand elle l'a trouvé, elle m'a recouvert le front, les joues et la bouche d'un baume. J'ai eu un mouvement de recul, inutile car on me tenait toujours fermement. J'ai ressenti une vive émotion dans la foule. Puis une chaleur intense, suivie d'une légère onde de choc. Le baume s'est infusé par les pores de ma peau, dans mon esprit et mes veines. Un narcotique, ai-je sans doute pensé à ce moment-là, mais je n'ai eu dès lors que de vagues impressions. À l'heure où j'écris, je tremble, et je suffoque presque. Ce que je m'apprête à écrire ravive en moi le souvenir insoutenable de cette nuit de cauchemar. Ils m'ont emmené par le chemin des bois. La transe était en marche. La musique était intense, énergique. Ils virevoltaient et dansaient autour de moi comme des hyènes. Des hommes et des femmes sont venus me serrer et m'embrasser, je crois. Anna James reniflait mon cou, me mordait ou m'embrassait selon sa volonté. L'excitation allait crescendo. Mais tout me parvenait par écho, comme lointain. J'avais l'impression de me voir, comme si mon esprit prenait les devants, mon corps et ma jambe plâtrée restaient en retrait. J'étais de toute évidence drogué. Si drogué que j'ai vu des feux follets entre les torches et les danseurs. Des feux follets. Des inconnus sont sortis des bois obscurs pour se joindre à la marche, et soudain, j'ai entendu un écho céleste, comme un appel venu du centre de la terre, des profondeurs de mes gènes, du cosmos lui-même. Un son grave, primordial, si puissant et doux à la fois. Le chemin qui m'avait paru si long la veille était fort court à présent, car nous voilà déjà devant l'autel, le monolithe sculpté, l'homme ailé et sa proie. Ils avaient installé du bois tout autour. Ça sentait fort, sans doute un combustible. L'un d'eux a mis le feu en criant. Comme un animal sauvage, il était au bord de la syncope. Ses yeux partaient dans tous les sens. Moi, j'étais presque hors de mon corps. La foule imposante s'est écartée et j'ai vu venir à moi un homme qui tentait vainement de s'enfuir. Mais il le tenait fermement. Il criait, il pleurait. Pourtant, je n'entendais que le boum puissant des percussions. Boum, boum. Oh Seigneur, j'avais entendu une biche ou un cerf. Quand me voilà face à un sacrifice humain, ces lignes, je les écris avec le peu de courage et de sang-froid qu'il me reste. Mon Dieu, que m'ont-ils fait? Mon Dieu, qu'ai-je fait? Ma projection astrale fut complète, car je me suis vu, un couteau dans la main droite. L'homme agenouillé de force face à moi. Et là, par mon honneur, par mon sang, et je le jure sur tout ce qui m'est cher sur cette bonne terre, j'ai entendu son appel. Distinct. Il était derrière moi, vivant. Mon corps a relevé les yeux. Mon esprit qui faisait face à mon corps s'est retourné,
et nous l'avons vu déployer ses ailes démoniaques dans le feu infernal. Il s'est rué sur moi, a pris mon esprit et plongé dans mon enveloppe charnelle. Le couteau s'est levé et s'est planté pour déloger le cœur du pauvre innocent. Une onde de choc est partie de mon corps. J'ai réintégré mon corps pleinement et senti mon âme chamboulée, meurtrie. Mes omoplates me faisaient affreusement mal. J'avais réintégré mon corps. J'ai manqué de tomber car il ne me soutenait plus. On m'a bousculé de part et d'autre et j'ai vu la horde en transe se jeter sur le corps pour le dévorer. Je me suis évanoui. À mon réveil, j'étais allongé dans l'herbe. Le petit jour se levait. Il ventait beaucoup. J'étais en sueur. J'ai bien cru que j'avais rêvé. Mais mes omoplates portaient les stigmates de la veille et j'étais devant l'effigie noircie par le feu. Tout autour de moi, des centaines d'hommes et de femmes encore endormis, ensuqués, parfois nus. Sur mon séant, j'ai regardé entre mes jambes écartées l'herbe ensanglantée et grasse de chair humaine. J'ai paniqué. Je me suis éloigné, mais impossible de ne pas trébucher sur quelqu'un. J'ai réussi à prendre un bâton robuste dans le bois et à revenir par le sentier. Je pleurais, je tremblais, maudissais le jour où j'avais quitté l'autoroute, maudissais ces âmes perdues avides de sang. Qui était l'homme que j'ai tué? Oh mon Dieu, l'ai-je vraiment tué? L'ont-ils vraiment dévoré? J'ai porté une main à mes omoplates. Je n'ai noté aucune bosse anormale. Pourtant j'avais si mal. Comme si des ailes tentaient de transpercer ma peau pour prendre leur envol. Dans le sentier, il y avait d'autres villageois. Certains réveillés. Je suis passé devant sans les regarder. J'ai senti pourtant qu'ils m'ont salué comme l'un des leurs. Je suis allé jusqu'à ma chambre d'hôtel. J'avais besoin d'écrire, de tout raconter. J'ai essayé de tout dire en des termes simples, bien que certaines choses m'échappent. Je n'ai pas vu le temps passer et j'ai entendu l'hôtelier monter l'escalier. Mon ouïe s'était affûté. Il faisait bien craquer les marches. Je pouvais entendre la foule des démons se réveiller au loin. J'ai caché mes feuillets, les cordelettes et les ballons gonflables dans mon caleçon. L'hôtelier est entré pour prendre ma valise. « Vous n'en aurez plus besoin désormais », a-t-il dit avant de s'éloigner. Il vient de ressortir et j'écris ces dernières lignes. Mes omoplates me font mal, mais la culpabilité est plus douloureuse encore. Je vous prie de me venir en aide, ne serait-ce que pour me juger. Justice doit être rendue. Pas celle des cieux incommensurables, mais bien celle des femmes et des hommes. La seule justice qui soit. Je veux répondre de mes actes. Si j'ai tué un homme, même malgré moi, que je sois sentencié. Je ferai de la prison, mais au moins vivrai-je parmi les hommes. Peut-être qu'un drone pourrait inspecter les lieux sur des miles les soirs de pleine lune. Le feu de joie devrait pouvoir se repérer. Je ne crois pas pouvoir tenir longtemps. Si je ne vois aucun signe de vous, j'irai me pendre au préau, à la vue de tous ces fous. Je rendrai justice moi-même s'il le faut. Le bon et le juste siègent toujours impérieusement en moi. Ils ne m'auront pas. Ils ne me prendront pas. Gabriel Darwood. Épilogue. Gabriel avait gonflé 4 ballons, attachés ensemble par une cordelette. Dans un sac plastique hermétique, il avait soigneusement mis ses écrits. Le tout était solidement attaché au ballon. Par la fenêtre, il les lança. Les ballons s'élevèrent à la faveur des vents forts, manquèrent de retomber dans les bois pour s'élever à une hauteur prodigieuse. Depuis sa fenêtre, le malheureux Gabriel regardait les ballons disparaître à l'horizon, le cœur chargé d'espoir. S'il avait pu s'élever avec eux, il aurait vu la forêt incommensurable et vierge. La vieille dame qui trouva les ballons percés dans son jardin reposa les feuillets sur ses genoux. Il était clair qu'il fallait secourir ce pauvre homme, lancer des recherches, éclaircir les disparitions sordides de la région et les affaires laissées sans suite, démanteler l'organisation, rendre justice pour les familles des victimes. Elle se leva et déplaça son vieux corps jusqu'à la cheminée. Sans manifester la moindre émotion, elle jeta les feuillets dans le feu et remua un peu les braises à pleine main. Sur le linteau de la cheminée reposait une statuette de l'homme ailé, et à côté, le premier exemplaire du grimoire noir dont elle était l'auteur.